Dans ce journal, il sera question de la journée internationale de l'aide humanitaire qui est célébrée aujourd'hui sous le thème « Une seule humanité ». Ensuite, dans cette édition, vous entendrez les raisons qui ont poussé le parti politique MNSD Nasra à rejoindre la mouvance présidentielle. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, à l'exemple des autres pays, le Niger célèbre aujourd'hui la Journée internationale de l'aide humanitaire, une célébration placée sous le thème « Une seule humanité ». Plus de détails dans le reportage qui va suivre. Le monde est en perpétuelle évolution et la paix, condition incontournable pour que les sociétés puissent se développer, est actuellement mise à mal par des conflits qui créent des situations catastrophiques pour les populations. Plus encore, souvent, c'est des catastrophes naturelles qui posent le problème de la survie des hommes. Aussi, le ministre des Transports, représentant le Premier ministre Birji Rafini, de définir le contexte dans lequel la Journée internationale de l'aide humanitaire a été instituée. Le thème de cette année est « L'humanité est indivisible ». Cette humanité est partagée par toute la communauté humanitaire. L'objectif donc de cette journée est de rappeler au monde que chaque personne est en mesure de faire la différence dans la vie des autres. Et chacun de nous a le pouvoir d'inspirer les autres et à mener des actions ou à prendre des mesures pour créer un monde plus humain, d'abord dans sa famille, ensuite au sein de sa communauté immédiate et partant dans sa région et au niveau du pays. Institué par le secrétaire général des Nations Unies depuis 2008, pour honorer la mémoire des travailleurs humanitaires victimes de l'attentat contre la maison des Nations Unies le 19 août 2003 à Bagdad, cette journée doit être perçue comme un moment important pour non seulement avoir une pensée pour ces personnes, mais également célébrer le travail que font les humanitaires aux quatre coins du monde pour sauver les vies au péril de leurs. Le ministre des Transports, Ladan Hamidou Tchana, de poursuivre en mettant l'accent sur la situation humanitaire dans notre pays, situation qui demande des actions appropriées. La gestion de la coordination de l'action humanitaire figure parmi les priorités du gouvernement du Niger. Cette place accordée à l'humanitaire s'explique par la détérioration de la situation humanitaire causée par deux crises sécuritaires majeures de notre sous-région, notamment la crise qui fragilise certaines parties du nord du Mali depuis 2012 et les localités autour du bassin du lac Tchad depuis 2014. Si la situation des réfugiés en provenance du Mali tente à se stabiliser, celle des réfugiés et des personnes déplacées internes à Difa et tout autre avec des mouvements complexes et continus à l'intérieur de la dite région. Cette situation nécessite qu'on ajuste continuellement nos interventions afin de laisser personne derrière. Ainsi, procédant au lancement de la Journée internationale de l'aide humanitaire, le ministre des Transports, Ladan Hamidou Tchana, parlant au nom du Premier ministre Birji Rafini, a exhorté les partenaires techniques et financiers à redoubler d'efforts relativement à l'aide humanitaire dont le Niger a actuellement grand besoin. Toujours concernant la commémoration de la Journée internationale de l'aide humanitaire, une conférence de presse a été conjointement animée par le ministre de l'Action humanitaire, le président du Conseil régional de Difa et le coordonnateur du système des Nations Unies au Niger. Conférence qui a été essentiellement axée sur la situation humanitaire dans la région de Difa. À marge du lancement de la Journée internationale de l'aide humanitaire, une conférence de presse a été animée. Occasion saisie par le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes Magaji Lawan pour faire la situation humanitaire dans la région de Difa. On peut dire que Dieu merci, le gouvernement du Niger fait de son mieux par rapport à la prise en charge de ces populations. À cela vient s'ajouter tous ces partenaires qui ont eu à défiler et ceux qui n'ont pas pu prendre la parole, qui sont présents dans la région et au jour le jour apportent leur appui à cette communauté. C'est vrai par rapport au programme, on a à peu près 34% de ce qui a été mobilisé sur la région de Difa. Pour le président du conseil régional de Difa, Ligari Mahirou, la paix est une nécessité devant permettre la mise en place de projets de développement dans la zone de Difa. Il faut savoir que rien n'est possible sans la paix. Et d'ailleurs, quand vous regardez
aujourd'hui, à travers tout le bassin du lac Tchad, ou même sur le fleuve Niger, aujourd'hui, quand on parle d'un barrage, il y a des pays qui en ont une dizaine. C'est le même problème que nous avons sur le lac Tchad. Nous avons très mal exploité le lac Tchad toutes ces années. Le DIFA était revenu comme un cul-de-sac. Et voilà pourquoi on n'est pas très avancé. Nous sommes preneurs pour des partenaires qui vont venir nous aider à aménager des terres et permettre surtout à nos producteurs d'accroître leur production, tout en apportant une nouvelle technologie et en les aidant également à conserver, n'est-ce pas, à conserver leurs terres. Ensuite, quant au coordonnateur du système des Nations Unies au Niger, il a intervenu pour mettre en exergue la mobilisation qui a été engagée au profit de la région de Difa. Pour Difa spécifiquement, avant les événements du 3 juin à Bosso, nous avions 75 millions de dollars qui étaient le besoin au niveau de cette zone. Et à ce niveau, nous avons eu 25 millions de dollars qui ont été mobilisés, environ $1 sur 3. Donc ça, c'est la situation de DIFA avant le 3 juin. Maintenant, après le 3 juin, comme nous avons des mécanismes sur le terrain de réponse rapide et d'évaluation, nous avons regardé les besoins prioritaires. Et ces besoins prioritaires portaient sur un montant de 15 millions de dollars. Donc sur ces 15 millions prioritaires, il nous manque actuellement 7,5 millions, ce qui devrait faire un peu plus de 3,7 milliards à peu près pour la région de Difa de manière spécifique. Ainsi, en plus de l'aide humanitaire provenant des partenaires techniques et financiers à l'endroit de la région de Difa, le gouvernement nigérien entend poursuivre la restauration de la paix dans la zone de Difa qui subit les attaques de la secte terroriste Boko Haram. Ensuite, le bureau politique du MNSD Nasra a organisé cet après-midi un point de presse pour donner les raisons qui ont provoqué le ralliement de leur parti à la mouvance présidentielle. Plus de précisions avec Ousmane Sidikou et Ibrahim Abdou. La décision du bureau politique national de répondre favorablement à la main tendue du président de la République dans l'œuvre de construction nationale, objet d'une sortie médiatique à travers ce point de presse du parti, d'où ce rappel du cheminement pour en arriver là. C'est le 22 avril 2016 qu'il a été décidé suite à une réunion ordinaire du bureau politique de la mise en place d'un comité de réflexion dont les termes de référence conformes aux préoccupations exprimées au cours de la dite réunion ont été définis par la décision numéro 15 du 29 avril 2016 portant création, mission et composition d'un comité ad hoc de réflexion dénommé comité de réflexion. L'article 2 de la décision stipule que le comité a pour mission de faire un diagnostic approfondi du parti, notamment en ce qui concerne son fonctionnement, la mobilisation des militants et des ressources et les perspectives pour les partis. Au demeurant, pour donner un caractère inclusif aux travaux du comité, chaque président de section a désigné un représentant au titre de sa région. Quant aux voix discordantes et celles ignorant le fameux ordre du jour, allégations balayées d'un seul revers de main, ce qui cacherait d'autres desseins. Ça fait un peu long, certes, tous ces rappels, mais c'est nécessaire pour que chacun puisse faire une comparaison objective entre ce qui s'est réellement passé de la mise en place du comité au 13 août 2016 et les interprétations et commentaires tendancieux qui sont servis sur certaines radios et plateaux de télévision, tant nationales qu'internationales, avant et après la prise de décision par le bureau politique national. On peut constater en effet que, premièrement, la description du processus suivi montre clairement que les affirmations tendant à dire qu'il y a eu réunion sans ordre du jour sont loin d'être fondées. Pas plus que des bulles de savon dans l'air, elles ne peuvent résister à l'analyse factuelle. Cette sortie médiatique du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nasara intervient après que, à l'interne, plusieurs voix se sont élevées, qui pour avouer, qui pour désavouer, sur l'aliment du Mouvement national pour la société de développement de la gouvernance.
La Chambre de contrôle du tribunal militaire a rejeté ce matin la demande de mise en liberté provisoire de la dizaine de civils impliqués dans la tentative du coup d'État avorté de décembre 2015. Les motivations de ce rejet ne sont pas encore connues puisque la décision n'est pas rédigée. Je vous propose de suivre la réaction de l'un des avocats de ces personnes présumées impliquées. La Cour a rejeté nos demandes. Donc elle a estimé que pour l'instant, nos clients doivent continuer à garder prison. Les faits reprochés à nos clients sont uniquement complot contre l'autorité de l'État. Et le complot contre l'autorité de l'État, vous savez en réalité ce que ça veut dire. Ça veut dire que la déstabilisation des institutions démocratiquement établies par l'État. Et par démocratiquement établies. Là, c'est les faits qui sont reprochés à nos clients. Nous avons estimé qu'au vu de l'évolution de la procédure, parce qu'après 8 mois de détention préventive, ils ont été effectivement entendus par le juge d'instruction, ils ont été entendus en enquête préliminaire, toutes les investigations nécessaires ont été faites. Nous avons, nous, avocats, estimé qu'il est important, au stade actuel de la procédure, après 8 mois de détention, de déposer des demandes de mise en liberté provisoire. Surtout que nos clients ne se reprochent rien. Mais c'est une décision de justice qui vient de tomber aujourd'hui. Nous sommes des avocats. Nous la respectons. Nous nous inclinons devant la décision de justice. Nous allons utiliser les voies que la loi nous offre pour toujours les défendre. Nous serons avec eux. Nous avons été avec eux et demain encore nous serons avec nos clients. Nous allons aussi les défendre, en tout cas jusqu'à ce que les libertés s'assuient. Le brevet de technicien supérieur d'État session 2016 a enregistré un taux de réussite national de 30,39%, un taux inférieur à celui de l'année passée qui était de 39,84%. L'annonce a été faite cet après-midi par l'Office national des examens et concours du supérieur. Compte rendu Nasser Antoufo et Abouakar Solé. Après la proclamation des résultats de l'examen du brevet de technicien supérieur d'État 2016 au niveau des différents jurys, c'est au tour de l'Office national des examens et concours du supérieur de procéder à la proclamation des résultats définitifs globaux au plan national. Ainsi, sur les 4500 sondés inscrits, 1268 sont admissibles, soit un taux de réussite de 30,39%. Ainsi, en chaudronnerie et construction métallique, 20 candidats se sont présentés, 4 ont été déclarés admissibles, ce qui fait un taux de 20%. En communication des entreprises, 1413 candidats se sont présentés, 715 ont été déclarés admissibles, ce qui fait un taux de 50,60%. En comptabilité et gestion des entreprises, 379 candidats se sont présentés, 38 ont été déclarés admissibles, ce qui fait un taux de 10,03%. En énergie renouvelable, 14 candidats se sont présentés, 10 ont été déclarés admissibles, ce qui fait un taux de 83,33%. En finance banque, 139 candidats se sont présentés, 32 ont été déclarés admissibles, ce qui fait un taux de 23%. En génie civil, 160 candidats se sont présentés, 36 ont été déclarés admissibles, soit un taux de 22,50%. En génie électrique, 263 candidats se sont présentés, 43 ont été déclarés admissibles, ce qui fait un taux de 16,35%. En génie mécanique, 43 candidats se sont présentés, 13 ont été déclarés admissibles, ce qui fait un taux de 30,23%. En gestion commerciale, 292 candidats se sont présentés, 116 ont été déclarés admissibles, ce qui fait un taux de 39,73%. En gestion des ressources humaines, 481 candidats se sont présentés, 70 ont été déclarés admissibles, ce qui fait un taux de 14,55%. En industrie agroalimentaire, 3 candidats se sont présentés, 3 ont été déclarés admissibles, soit un taux de 100%.
En informatique de gestion, 60 candidats se sont présentés, 28 ont été déclarés admissibles, ce qui fait un taux de 46,67%. En maintenance informatique et électronique, 44 candidats se sont présentés, 10 ont été déclarés admissibles, ce qui fait un taux de 22,73%. En petite et moyenne organisation, 110 candidats se sont présentés, 17 ont été déclarés admissibles, ce qui fait un taux de 15,45%. En pétrole, exploitation, 77 candidats se sont présentés, 55 candidats ont été déclarés admissibles, ce qui fait un taux de 71,43%. En pétrole, pétrochimie toujours, 39 candidats se sont présentés, 20 ont été déclarés admissibles, ce qui fait un taux de 51,28%. En secrétariat de direction, 33 candidats se sont présentés, 15 ont été déclarés admissibles, ce qui fait un taux de 45,45%. En télécommunications et réseaux informatiques, 93 candidats se sont présentés, 17 ont été déclarés admissibles, ce qui fait un taux de 18,28%. Enfin, en transport logistique, 511 candidats se sont présentés, 26 ont été déclarés admissibles, ce qui fait un taux de 5,09%. Au plan national, ces examens ont eu lieu à Niamey et à Maradi, et cela en 2 étapes, la partie théorique et la partie pratique. Après la proclamation des résultats de l'examen du brevet de technicien supérieur, l'heure est à l'appréciation des résultats au niveau des écoles et instituts. Nafissa Hassan et Chef Guisso pour le reportage. Fini les examens du brevet de technicien supérieur BTS d'État, fini aussi la proclamation des résultats de ces examens. L'heure est à présent à l'appréciation faite de ces résultats par les écoles et instituts professionnels. Résultats appréciés à leur juste valeur. Nous avons présenté autour de 278 candidats au niveau du BTS d'État, dans toutes filières confondues. Et de façon globale, nous avons eu environ 45% des admis au BTS d'État pour toutes filières confondues. Donc, quand on parle de 45, ça doit faire 110-115 admis les candidats au BTS d'État. Mitigés tout de même, ces résultats le sont relativement aux objectifs assignés préalablement. On est satisfait, mais on n'a pas atteint les objectifs fixés par l'Institut. Parce que nous, notre objectif, c'est d'atteindre 110% des candidats présentés au BTS d'État, toutes filières confondues. C'est pourquoi j'ai dit l'appréciation est un peu interne par rapport à notre vision. Faisant l'objet de vives critiques, surtout quant à l'organisation et le déroulement de ces examens, les voix autorisées sont relativement attendues pour se prononcer sur la question. La rentrée scolaire et académique 2016-2017 risque d'être compromise si le gouvernement n'honore pas ses engagements vis-à-vis des structures syndicales de l'USN. Le comité directeur de l'USN l'a fait savoir à travers une déclaration de presse rendue publique cet après-midi. Compte rendu Michel Deji et Saroudoumi. Il s'est agi pour l'Union des scolaires nigériens à travers cette sortie médiatique de rappeler au gouvernement la situation dans laquelle végète l'école nigérienne. Conséquence du non-respect des engagements pris par les autorités de la 7e République qui tardent toujours à mettre les scolaires nigériens dans leurs droits selon le comité directeur de l'USN. Au vu de tout ce qui précède, l'USN exige les paiements sans délai de l'association de l'université de Tawa, Maradi et Zender. Les paiements de la troisième bourse et l'accélération des processus du paiement de la bourse des vacances. Les paiements de la deuxième et troisième bourse aux étudiants de l'extérieur et les paiements purs et simples des frais d'inscription dans toutes les écoles et instituts au niveau national et international. Les paiements immédiats des allocations dans les régions des Zender, d'Ifa et Tawa. La dotation de toutes les universités en moyen de transport avant la rentrée prochaine. La construction et la finalisation des logements dans toutes les universités publiques. La cessation et la discrimination de l'université de Tawa
dépourvu de toute infrastructure sportive et culturelle. La décentralisation non encore négociable de la NAB. La construction des infrastructures académiques, telles des amphithéâtres, salles de cours, laboratoires, salles d'informatique. En tout état de cause, l'Union des scolaires nigériens met en garde les autorités en charge de l'éducation en annonçant que la non-satisfaction pure et simple de ces revendications dans un délai urgent risquera de compromettre la prochaine rentrée scolaire et académique. Aujourd'hui, une conférence de presse a été animée à la Fédération nigérienne de football afin de faire le point sur le stage subi par l'équipe du MENA Cadet qui va se confronter très prochainement avec l'équipe du Nigeria. Asma Oseidou et Abakar Souley pour le reportage. Face à la presse, il était question pour l'encadrement technique de la FENIFOOT, Fédération nigérienne de football, en cette veille de match du MENA Cadet contre le Nigeria, d'échanger sur les tenants et les aboutissants du stage subi dès leur retour d'Abuja. Nous abordons le deuxième manche et dès notre retour, on a seulement laissé les enfants pendant un jour pour aller voir leur famille et ils sont retournés à l'internat. Et je pense que vu l'internat, ils ont assez travaillé. Nous avons livré 2 matchs amicaux contre 2 équipes qui étaient vraiment au-dessus de nous. Nous avons livré un match contre l'équipe nationale A qui était en stage et un premier match contre une sélection de joueurs de Hacha qui jouent en première division. C'est ça qui nous a permis de peaufiner, qui a permis aux encadreurs de peaufiner leur préparation. Le mental est d'acier chez les joueurs qui semblent être fin prêts et ne demandent qu'à être soutenus. On est prêt, tout le monde se porte bien. On s'entraîne très bien. Nos coachs nous ont bien donné des consignes. On a bien appliqué ça sur le terrain. On a besoin du public pour nous soutenir jusqu'au bout. Inch'Allah, on va tenir. Aux questions des hommes des médias, des réponses ont été fournies. Reste à présent la mobilisation pour pousser notre 11 national à la victoire. Une partie du mur du cimetière musulman de Yantala qui s'était effondré suite aux récentes pluies est en train d'être reconstruit avec l'aide de quelques personnes de bonne volonté. Le constat avec Sidi Kousman et Aboubakar Souley. Sans tambour ni trompette, prompte réaction et ce dans un parfait anonymat où, relativement au mur effondré, les bonnes volontés se sont manifestées pour sa reconstruction au même côté nord-est du cimetière musulman de Yantala. Jamais 102 sont aussi en train d'être dégagées les ordures comme promis par les autorités municipales. C'est nuitamment que nous avions constaté l'effondrement de ce mur. La tôle, c'est la mairie qui l'a mise à notre disposition. Mais quant au sable et les briques, c'est 2 nantis qui ont voulu garder l'anonymat et d'ailleurs ils les ont amenés sans que personne ne le sache. On ne peut dire que Dieu les rende au centuple. Après le ramassage de ces ordures, maintenant il revient à la municipalité de responsabiliser quelqu'un pour ne pas reverser les ordures, car ces mêmes ordures étaient pour quelque chose dans l'effondrement du mur. L'entretien de ce cimetière incombe à tous, car constituant la dernière demeure de tout un chacun, tout comme la propriété de lieu, rôle aussi dévolu à tous. Le Niger, à l'instar des autres pays, célèbre aujourd'hui la journée internationale de la photographie. Un art au Niger qui jadis nourrissait son homme, mais avec l'évolution de la technologie, le métier fait face à quelques difficultés. Je vous propose de suivre Souley Abdoulaye, secrétaire général du syndicat national des arts photographiques du Niger. Vous connaissez que la plupart de nos photographes n'ont pas un bon niveau. S'ils ont été à l'école, c'est un bon niveau qu'ils ont, donc c'est tout à fait normal que ça soit vraiment un peu méconnu de l'heure. Mais quand même, certains d'entre nous connaissent qu'aujourd'hui c'est une journée de la
photographie. C'est une journée internationale de la photographie. Donc la mondialisation a fait en sorte que le système numérique a mené quand même un plus dans la photographie. Mais chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Je crois que la photo numérique a ses avantages aussi et ses inconvénients. L'avantage de la photo numérique, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas à acheter beaucoup de pellicules avec vous, ça c'est un premier cas. Et vous pouvez quand même, avec une simple carte mémoire, accumuler pas mal de photos dedans et qui sont vraiment à longue durée, quoi. Donc, quand ça ne se gâte pas. Quand ça se gâte, ça veut dire que c'est au niveau du dépôt ou de votre conservation qu'il y a eu problème. Mais sinon, la photo numérique ne se gâte pas. Ça, c'est un avantage. Deuxième avantage, c'est que bon, c'est facile à faire. Et que bon, avec un appareil cellulaire, vous pouvez faire des photos. Donc c'est ça l'avantage aussi du numérique. Mais pour les photographes, je veux dire que bon, il y a des inconvénients par rapport à ça. Parce qu'avant, il n'y a pas assez de photographes qui font la photo. Donc on fait toujours appel aux photographes pour faire la prise de vue. Mais avec le numérique maintenant, chacun fait la photo, mais tout le monde n'est pas photographe. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.